Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Je vous livre. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit opuscule préparé par Jérôme Libeskind et qui s'intitule La logistique urbaine au Japon. Jérôme avait déjà ouvré dans la logistique urbaine. Il avait publié en 2015 un ouvrage qui s'appelait justement La logistique urbaine, les nouveaux modes de consommation et de livraison. Et il revient aujourd'hui avec un ouvrage beaucoup plus précis concernant le Japon. Alors, ce n'est pas une configuration des plus faciles parce que le Japon, c'est quand même 3000 km de long, c'est un archipel de 430 îles. Et pour nous présenter cet opuscule, Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour Marc, donc merci de parler de ce second ouvrage qui est en effet quelque part une continuité du premier. Donc en 2015, j'avais beaucoup travaillé sur l'histoire de la logistique urbaine afin finalement de comprendre d'où nous venons. Donc nous permettant ainsi finalement de mettre en œuvre nos propres solutions en France. Et puis je me suis maintenant posé la question de ce qui se passe ailleurs qu'en France, parce que la logistique urbaine n'est pas un sujet français. Et j'ai commencé justement par un pays dont on ne parle peut-être pas suffisamment, qui est le Japon. Donc parce qu'on a à la fois beaucoup de différences, mais aussi un certain nombre d'idées qui peuvent nous aider pour nos propres territoires français. Et rapidement, votre parcours, Jérôme. Alors moi, je suis de formation HEC, j'ai beaucoup évolué dans l'immobilier logistique et dans la logistique pendant de très nombreuses années. Et puis il y a 5 ans, j'ai créé mon bureau d'études qui s'appelle Logicité et qui intervient sur la logistique urbaine et le dernier kilomètre. Bien. Alors pour planter un peu le décor, le contexte du commerce au Japon, comment le caractériser ? Alors, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il est très orienté client. On est dans un pays très libéral. Il est très orienté finalement sur le besoin du client. Et c'est vrai que quand nous parlons par exemple de livraison sur rendez-vous, eh bien cela existe au Japon depuis plus d'une trentaine d'années, 7 jours sur 7 jusqu'à 21 heures. Et donc quelque part, on est sur un exemple finalement de logistique totalement orientée vers le besoin du client. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, quelque part, on s'aperçoit aussi que la logistique est à la fois très opérationnelle, très efficace, mais est également liée à un espace public qui finalement a été conçu pour l'accueillir. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourra nous aider dans nos territoires français et européens. Alors, il y a une première partie qui décrit effectivement ce qui se passe au Japon, que j'ai trouvé absolument passionnante. Elle est tellement passionnante que je la trouve presque idyllique. Enfin, j'ai l'impression de visiter un pavillon témoin tellement ce qui est expliqué a l'air de se passer à la fois de façon très rationnelle, très logique et très efficace. Voilà. Maintenant, en contrepartie, il doit exister des points durs. Je ne les ai pas forcément trouvés. J'imagine qu'il en existe, mais quels pourraient-ils être ? Alors, c'est vrai que la logistique, finalement, se heurte aux mêmes difficultés, notamment quand on parle de la ville, que celles que nous connaissons en Europe. C'est un métier de main-d'œuvre, c'est un métier d'ailleurs, sur lequel on a aujourd'hui des difficultés de recrutement, même au Japon. Donc, on est dans un pays sur lequel on est sur un manque de main-d'œuvre, contrairement à ce que l'on connaît dans nos pays européens. Et on voit quelque part qu'on est dans une efficacité de la supply chain, mais aussi un certain pragmatisme. Et c'est ça qui peut nous aider. Alors, est-ce que c'est idyllique ou pas ? En tout cas, c'est un modèle qui semble fonctionner. Et sur le plan économique, l'équation économique est respectée, tout le monde s'y retrouve. Comment ça se passe ? Alors, on est sur un territoire qui est libéral, donc extrêmement concurrentiel. Donc, on a de grandes concurrences sur le plan des opérateurs. Mais on voit aussi, quand on parle de territoire idyllique, on voit bien que le message ou le modèle, on va dire, idyllique de la logistique urbaine qu'on a pu connaître, qui s'appelle le centre de distribution urbain, a été testé aussi au Japon sur un certain nombre de territoires. Certains fonctionnent bien, d'autres peut-être un peu moins bien, parce qu'ils se heurtent aux mêmes difficultés que nous connaissons en France, qui est notamment de faire cohabiter dans le même espace des sociétés qui sont concurrentes entre elles. Donc on voit que finalement, là, on n'est pas nécessairement on est sur un modèle théorique qui fonctionne bien, mais sur le plan pratique, on voit qu'on se heurte à certaines difficultés. Alors du coup, comment on caractérise la façon dont la ville s'adapte de façon à pouvoir permettre justement une logistique beaucoup plus facile et irrationnelle en fait.
Eh bien, ce qui est frappant donc, pour un visiteur, donc, peut-être que tous ceux qui ont eu la chance d'aller dans ce pays sont frappés par, ont d'abord l'image d'un pays extrêmement dense, qui est une réalité donc, sur le plan des chiffres, mais pas nécessairement donc, sur le plan finalement quotidien. Hein. On est beaucoup sur des vies de quartier, puis des espaces publics qui sont finalement relativement aérés. Pour une bonne raison, c'est qu'on a laissé moins de place à la voiture individuelle qu'on le fait en France. Et ça peut être peut-être une piste pour l'avenir, c'est finalement de libérer certains espaces dans la ville. Et on voit bien que les voitures en stationnement, eh bien, c'est peut-être un luxe d'avoir une voiture dans une ville au Japon. C'est vrai que c'est peut-être une des caractéristiques, c'est peut-être un peu moins, on va dire, démocratique. Mais quelque part, on va libérer dans la ville des espaces qui vont permettre de mieux accueillir les autres activités urbaines, et la mobilité douce et aussi la logistique. Oui, et des espaces qui leur sont dédiés. Ils sont Oui. plus partagés. Oui, alors on a également en effet une sorte de privatisation de certaines parties de l'espace public, qui est quelque chose qui est assez compliqué en France, qui est peut-être un peu bloqué sur le plan réglementaire, mais qui peut-être pourrait évoluer dans l'avenir pour donc en effet des opérations logistiques. Alors du coup, je pense comprendre qu'effectivement, on est en train de préparer un terrain de jeu absolument extraordinaire pour les technologies du futur. Alors que l'on parle des véhicules autonomes, que l'on parle des livraisons par drone, ou que l'on parle de la livraison de dernier kilomètre par des robots. Enfin, là, on sent l'élan se préparer. Alors curieusement, on va retrouver deux facettes en fait. On va retrouver en effet cette évolution technologique, notamment donc avec les véhicules autonomes, puisqu'on a depuis plus d'un an c'est un test, un fonctionnement en réel d'un véhicule autonome de livraison de colis donc dans une ville donc à l'ouest de Tokyo, donc sur plusieurs véhicules et qui fonctionne très bien. Mais l'objectif de ces véhicules autonomes, c'est de faire face à la carence de personnel de livraison, hein, qui est un vrai problème au Japon et peut-être dans d'autres pays. Ça, donc, c'est une des facettes. Hein. Et puis l'autre facette, finalement, c'est le pragmatisme. Et on voit par exemple que la cyclo-logistique, donc l'utilisation de vélos cargo, de vélos avec remorque, est extrêmement développée. Donc la principale entreprise de livraison de colis, donc, qui est Yamato, en a 5200. Donc on est sur quelque chose, on est sur un modèle qui est quelque part un modèle opérationnel et économique qui fonctionne et pas du tout sur quelque chose d'anecdotique. Donc on va voir en effet les deux côtés finalement de cette logistique à la fois très futuriste qui semble donc en effet aller assez vite et puis donc une logistique très opérationnelle avec des moyens relativement simples. Et puis finalement l'image de la logistique urbaine au Japon, c'est le livreur à pied, hein, c'est le livreur qui va pousser un chariot. Donc quelque part, on est en train de redécouvrir finalement la logistique à pied en France, au Japon, donc elle fait partie finalement de l'organisation logistique du pays. Ah oui, puis alors il y a quelques chiffres très éloquents, effectivement, je crois que c'est une population de 125 millions de personnes, mais il y a plus de personnes ayant plus de 75 ans que de personnes ayant moins de 35 ans. Donc en fait, ces livreurs à pied ont aussi un rôle de lien social qui est extrêmement important. En fait, on touche à des problématiques ou à des thématiques qui aujourd'hui sont très actuelles en France. Finalement, oui, tout à fait. On peut faire un parallèle avec le rôle du facteur, finalement, dans les quartiers. Hein, donc, on voit que le livreur à pied donc, est connu dans son quartier, a un uniforme. Donc, il est reconnu. Hein, donc, il connaît son quartier. Il va donc pouvoir peut-être effectuer un certain nombre de services complémentaires à la livraison. Déjà, il va collecter des colis, c'est-à-dire qu'il va donc optimiser la chaîne logistique en collectant des colis. Et puis, curieusement, et cela, ça peut peut-être nous aider, le livreur au Japon s'appelle un livreur-vendeur, sales driver. C'est-à-dire qu'il est là pour vendre les services de son entreprise. On est dans un pays très libéral, hein, où quelque part, finalement, ça va être le premier ambassadeur auprès des clients, ça sera donc le livreur. Alors, bien évidemment, en toute logique, on arrive sur un chapitre qui aborde la façon dont on pourrait adopter effectivement ces techniques ou cette logistique en France. Voilà, c'est un chapitre que je trouve extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a quand même pas mal de freins aujourd'hui, en tout cas par rapport à notre société. J'en vois un typiquement. Je ne vois pas de notion de tombée de camion, par exemple, dans votre livre, alors qu'on sent que c'est une notion qui est très présente, effectivement, dans les livraisons en France. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de difficultés qui empêcheraient d'adopter stricto sensu, enfin de copier directement les techniques ou les organisations japonaises. Alors, moi, je vais vous rassurer, le copier-coller donc, en logistique urbaine, malheureusement, il n'existe pas.
On peut s'inspirer d'un certain nombre d'expériences. Alors en effet, le tombé de camion, on est dans un pays dans lequel on a pas tellement on a peu de vols. Et en effet, donc on voit couramment le livreur avec son chariot ouvert plein de colis qui va livrer un colis et le laisser dans la rue et puis le retrouver dans le même état. Donc ça c'est quelque chose évidemment qu'on ne peut pas imaginer en France, mais ça fait partie, je vais dire, de l'équation. Mais à côté de cela, on a tout un certain nombre de modèles que l'on peut non pas copier, mais dont on peut peut-être s'inspirer. Et je pense à un que j'ai analysé un peu en détail dans le livre, qui est finalement l'existence de passerelles entre la mobilité des personnes et la mobilité des marchandises. Ce sont les transports publics de personnes dans une ville, donc ce sont des infrastructures qui sont financées par la collectivité en général. Et puis on voit qu'un certain nombre de capacités existent dans ces réseaux de transport de personnes. Ça peut être dans des autocars, notamment en milieu rural, ça peut être dans des tramways ou des métros en milieu urbain. Le Japon a testé et continue de tester tout un certain nombre de modèles d'utilisation aux heures creuses ou sur des lignes mal rentabilisées, ces capacités finalement roulantes pour mettre des colis et donc finalement moins de camions dans la ville. C'est-à-dire que l'impact environnemental, il est quelque part une conséquence d'un modèle économique différent. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne part pas nécessairement du développement durable et de l'environnement, mais on part finalement d'un modèle économique et puis on va essayer de le transformer pour qu'il soit également responsable sur le plan environnemental. Oui, je suis tout à fait d'accord. Voilà donc un petit ouvrage qui est rempli de bonnes idées. Ça permet de refaire le plein d'oxygène et que je vous conseille vraiment chaudement. Il n'est pas très épais, donc il est assez rapide à lire, mais il est bourré de bonnes idées. Jérôme, merci beaucoup pour être venu nous le présenter. Merci beaucoup.